Futurs soignants, futures soignantes, bienvenue dans ce jour 2 du Summer Bootcamp spécial révision soignant. On continue de parler de pharmacologie et je te donne plein d'infos sur les principales classes de médicaments avec notamment leurs utilisations cliniques, leurs mécanismes d'action. On va voir des exemples concrets de la vie courante des médicaments que tu vas rencontrer très souvent et quelques conseils notamment liés à la surveillance de ces médicaments. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une classe de médicaments? On parle aussi de catégorie de médicaments. Eh bien, c'est une classification qui est utilisée afin de regrouper différents types de médicaments en fonction de leur utilisation, de leurs effets, de leurs composants chimiques, etc., etc. On retrouve en premier lieu les analgésiques ou bien on les appelle aussi les antalgiques. Alors plusieurs utilisations cliniques, on les retrouve notamment dans la gestion des douleurs chroniques, la gestion des douleurs aiguës, le soulagement de douleurs post-opératoires. Donc on est vraiment dans la gestion de la douleur de tout type grâce aux analgésiques. Deux types d'analgésiques qu'on peut distinguer, les opioïdes et les non-opioïdes. Le mécanisme d'action pour les opioïdes, eh bien il se lie au récepteur opioïdes dans le système nerveux central pour bloquer en fait cette fameuse perception de douleur. Des exemples de la vie courante d'opioïdes, on a la morphine qui est très utilisée dans le domaine des soins et on a l'oxycodone qui est aussi un peu plus répandu aux États-Unis notamment. Et vous retrouvez des séries sympathiques sur l'oxycodone avec notamment l'Oxycontin, des séries sur Netflix et je crois sur Disney+ à ce sujet. Les analgésiques non opioïdes, eh bien eux, ils inhibent la synthèse des prostaglandines qui causent la douleur et l'inflammation. Des médicaments beaucoup plus soft pour les douleurs faibles, on y retrouve le paracétamol et l'ibuprofène par exemple. Alors il y a pas mal d'effets secondaires à surveiller sur les analgésiques, notamment la constipation pour les opioïdes, les lésions hépatiques pour ce qui va être du paracétamol. On a un fort risque pour les opioïdes de dépendance, c'est pour ça qu'on peut aussi les considérer comme des drogues qui nécessitent donc de surveiller l'usage et de gérer les prescriptions. Les opioïdes, ce sont des médicaments que vous pouvez également retrouver sous scellés dans certains établissements de santé. En deuxième catégorie, on retrouve les antibiotiques qui sont là pour traiter les infections bactériennes comme les pneumonies, les infections urinaires, les infections cutanées, etc. Donc, comment fonctionnent les antibiotiques? Vous retrouvez l'inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne avec, par exemple, les pénicillines, les céphalosporines, l'inhibition de la synthèse des protéines bactériennes avec les tétracyclines, la macrolide et l'inhibition de la réplication de l'ADN bactérienne avec par exemple la fluoroquinolone. Alors il y a un point important sur les antibiotiques qui s'appelle l'antibiorésistance, la résistance aux antibiotiques. Pour ça, il est important de réduire au maximum la prise d'antibiotiques, et donc de l'utiliser au bon moment, de bien la prescrire. Et également, lorsqu'elle est prescrite, c'est important d'aller vraiment jusqu'au bout de la prise complète de la prescription pour éviter justement que la personne développe une résistance aux antibiotiques. Il y a également une forte surveillance des réactions allergiques et des effets secondaires gastro-intestinaux qui sont importants. Alors on peut aussi avoir classé à part des analgésiques ou avec les anti-inflammatoires qui traitent l'inflammation mais également la douleur associée à celle-ci comme l'arthrite, les blessures musculaires, les allergies, etc. Donc on retrouve des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des corticostéroïdes. Alors le mécanisme de fonctionnement vise à réduire la production de la fameuse prostaglandine dont on a déjà parlé dans les analgésiques, ce qui diminue ainsi l'inflammation et la douleur. Les corticostéroïdes, eux, modulent la réponse immunitaire et réduisent l'inflammation. Ensuite, on a une classe des antihypertenseurs qui visent à gérer l'hypertension artérielle mais aussi prévenir les complications cardiovasculaires. C'est pour ça qu'on les rencontre très souvent et notamment à l'hôpital.
prévention de l'infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, etc., etc. On retrouve dans les hypertenseurs plusieurs sous-catégories de médicaments. On va avoir les diurétiques qui augmentent l'excrétion du sodium et d'eau pour diminuer le volume sanguin. On a les ARA, antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. On retrouve aussi les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IEC, qui inhibe la formation d'angiotensine 2, un vasoconstricteur très puissant. Et on a aussi les bêta-bloquants qui, eux, bloquent les récepteurs bêta-adrénalinergiques. On a aussi les bêta-bloquants qui bloquent les récepteurs bêta-adrénergiques pour réduire la fréquence cardiaque et également la pression artérielle. Il est important lorsqu'on utilise les antihypertenseurs de surveiller la pression artérielle du patient et également les effets secondaires alors qui seront spécifiques cette fois-ci selon le médicament. On a une classe des antidiabétiques pour la gestion du diabète de type 2. On retrouve également les antidépresseurs, alors certes pour la gestion de la dépression, mais aussi des troubles anxieux et des troubles obsessionnels compulsifs par exemple, mais pas que. On a les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. On les retrouve vraiment très souvent pour augmenter le niveau de sérotonine dans le cerveau. On les croise très souvent, notamment dans les stages en psy. On a les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline qui, eux, augmentent le niveau de sérotonine et de noradrénaline en même temps. Et on peut aussi avoir en mécanisme d'action différent les tricycliques qui inhibent la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline également. Pour continuer dans le thème psy, on a les antipsychotiques qui eux traitent l'ensemble des troubles psychotiques comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, etc. etc. Je ne vous refais pas toutes les pathologies. On a les antipsychotiques dits typiques et ceux dits atypiques. Donc les typiques bloquent les récepteurs dopaminergiques dans le cerveau et les atypiques bloquent les récepteurs dopaminergiques et sérotoninergiques. Et pour finir, on retrouve les anticoagulants avec les antagonistes de la vitamine K, les inhibiteurs du facteur XA, les inhibiteurs directs de la thrombine. Et en fait, l'objectif des anticoagulants, c'est de prévenir et de traiter les thromboses veineuses profondes, les embolies pulmonaires, prévenir des AVC chez des patients atteints de fibrillation auriculaire. Voilà, je voulais vous parler de ces principales classes de médicaments aujourd'hui avec notamment des précautions supplémentaires, des précautions bien évidemment à mettre en œuvre selon les classes. Vous retrouvez les allergies connues, des effets secondaires potentiels. On parlera aussi dans les prochains jours des interactions médicamenteuses courantes qu'on peut connaître entre différentes classes de médicaments. Donc vraiment, encore une fois, vigilance grâce à nos connaissances en pharmacologie. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Geoffrey. Ciao.